Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 3 avril et voici les titres. C'est une première en France, une station de biométhane carburant est en projet dans le Bocage. Elle devrait ouvrir ses portes en septembre prochain et permettrait d'alimenter l'équivalent de 800 véhicules légers ou 40 poids lourds par an. Un carburant nouvelle génération, propre et renouvelable. Les Garnachois étaient appelés aux urnes ce week-end. Le maire de la commune avait lancé un référendum pour décider si la municipalité devait ou non racheter le château médiéval. Avec 66% des suffrages, c'est le non qui l'a emporté. Une décision que le maire s'est engagé à respecter, même si des projets touristiques et culturels étaient à l'étude. Enfin, nous replongerons dans les années 40 grâce à la toute nouvelle voiture-restaurant du train à vapeur de Mortagne-sur-Sèvre. Les bénévoles de l'association Chemin de fer de la Vendée ont dévoilé ce week-end leur wagon restauré dans le pur style de l'époque. Je vous le disais en titre, une station de biométhane carburant est en projet dans le département. Ce serait une première en France. Ce gaz naturel produit grâce au recyclage des déchets agricoles serait une alternative renouvelable et propre par rapport à l'essence ou au diesel. Cette station dernière génération devrait voir le jour en septembre prochain. Et d'ici 2020, la France s'est fixé comme objectif de porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie. Et ce biométhane est déjà utilisé pour le chauffage des maisons, la cuisson, la production d'eau chaude, etc. sur la commune de Mortagne-sur-Sèvre. Reportage de Pierre Dalicieux. On est sur une pompe double distribution, donc c'est très simple, hein. On a un distributeur comme sur n'importe quelle pompe à carburant. Une pompe qui est surtout unique en France, puisque le gaz naturel qu'elle distribuera dès septembre prochain sera produit à quelques centaines de mètres dans cette unité de méthanisation à partir de déchets d'une dizaine d'exploitations agricoles. Un biogaz dont l'empreinte carbone sera quasiment nulle. L'avantage de ce carburant, c'est qu'il est écologique. C'est le seul carburant totalement décarboné puisque l'ensemble du carbone qui le compose vient de la transformation des plantes. C'est du CO2 capté dans l'atmosphère par les plantes via la photosynthèse, dont une partie est valorisée en alimentation animale et en légumes, peu importe, enfin est transformée. Et les déchets de ces produits-là sont convertis en biogaz par la méthanisation, épurés pour en faire un carburant et donc pour alimenter le véhicule. Donc décarboné, pas d'émissions de particules, ou pratiquement pas. Cette station-service sera ouverte 24 heures sur 24 et sera à destination des poids lourds, des véhicules utilitaires, mais aussi de véhicules légers. L'unité de méthanisation produira du gaz naturel pour la consommation annuelle de 800 véhicules particuliers ou 40 poids lourds, pour un coût inférieur au gasoil, 1,08 € le litre TTC. L'unique condition à remplir, que les véhicules soient bien évidemment adaptés à ce type de carburant. La plupart du temps, c'est des véhicules neufs. Donc les poids lourds qui sont présentés ici sont des véhicules neufs qui ne peuvent tourner qu'au gaz. On a aujourd'hui des véhicules légers où on peut faire des adaptations. C'est souvent des voitures hybrides essence-gaz. Une idée qui, si elle fonctionne, pourrait bien se reproduire sur ce territoire où se côtoient industries et fermes agricoles. Montant de l'investissement pour cette station, à peine 1 million d'euros. Au chapitre politique, les candidats aux législatives se dévoilent. Du côté des Républicains, c'est le député sortant Alain Leboeuf qui s'est déclaré ce vendredi soir. Il est candidat pour la première circonscription de la Vendée, dite de La Roche-sur-Yon-Nord. Il sera suppléé par Sandra Deborde. À 48 ans, Alain Leboeuf est également vice-président du conseil départemental et président du CIDEV, des responsabilités qu'il devra probablement céder en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Il se représente pour continuer à faire le lien entre le territoire vendéen et l'Assemblée nationale. Ma candidature se veut une candidature d'union d'abord et une candidature au service d'un territoire, au service d'un département et encore plus au service du pays. J'ai toujours souhaité être un élu au service de la globalité et je l'ai dit à tous les maires et j'ai essayé de le vivre de cette manière-là depuis 5 ans. C'est pour ça que la présence de tous les maires du territoire ce soir viennent tout simplement, je pense, récompenser ce travail. Mais en même temps, c'est une exigence supplémentaire pour moi puisque ce que je promets aujourd'hui, il faudra que je le tienne demain.
Et toujours en ce qui concerne cette première circonscription de la Vendée, la candidate du Parti socialiste s'est elle aussi déclarée ce week-end. Il s'agit de Cécile Dreur. Elle sera suppléée par Joël Soulard. À 44 ans, cette adjointe au maire de Dompierre-sur-Yon depuis 2008 et conseillère communautaire à La Roche-sur-Yon agglomération n'est pas une novice en politique, mais c'est la première fois qu'elle est candidate au poste de députée. Je vous propose de l'écouter. Je veux être une députée présente sur le territoire. Je serai évidemment à Paris, mais je veux être la porte-parole de la réalité de la vie des Vendéennes et des Vendéens de ce territoire. Je veux avoir une oreille attentive à leurs problématiques, à leurs réalités. C'est d'ailleurs pour ça que quand je serai élue, je ferai des permanences ouvertes dans toutes les communes de la circonscription. Donc ce travail de terrain auprès des Vendéennes et des Vendéens, je le fais dès le début de la campagne. Et je vous le rappelle, ces élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin prochains. Mais avant de voter pour nos futurs députés vendéens, c'est un autre appel aux urnes qui était organisé ce week-end dans le département, celui du référendum de la Garnache. François Petit, le maire de cette commune vendéenne, avait décidé de consulter ses concitoyens pour trancher sur cette question. Pour ou contre le rachat du château par la municipalité. En plus du coût que représentait cet achat, de nombreux travaux étaient à prévoir pour remettre ce monument historique en état. Et un projet touristique et culturel était même à l'étude. Ce dimanche, 46% des Garnachois se sont prononcés et le non l'a emporté à 66%. Samuel Grasset et Jimmy Guérin. De l'époque médiévale, le château de la Garnache a conservé des remparts ainsi que ses 2 tours inscrites au monument historique. Derrière ces vestiges se devine une demeure du 19e siècle qui domine un parc d'1,5 hectare, un site situé à 2 pas du centre de la Garnache, alors quand son propriétaire privé a décidé au début de cette année de le mettre en vente, la municipalité s'y est intéressée. Ce château mériterait beaucoup plus et nous avons travaillé avec Vendée Expansion pour réfléchir au potentiel. Parce que lorsqu'il y a une acquisition avec un investissement de ce montant-là, il faut bien évidemment se dire est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a un potentiel derrière. Et aujourd'hui, on constate que le monde du médiéval est plutôt porteur, qu'il y a une attractivité et que si demain nous pouvions travailler là-dessus, on pourrait mettre en lumière justement l'histoire de ce château le plus vieux de Vendée. Prix de vente de ce site, près d'1 million d'euros, sans compter les travaux à prévoir. Un montant important pour la commune. Alors avant de signer un chèque, l'équipe municipale a décidé de demander l'avis de la population. 3800 Garnachois étaient donc appelés à se prononcer ce dimanche pour ou contre le rachat de ce château. Près de la moitié des électeurs s'est déplacée pour donner son avis. À voter. Je pense que c'est du patrimoine garnachois. Donc je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée que ça reste garnachois. C'est vrai qu'au niveau du financement, moi je pense qu'il y a des moyens qui permettent d'amortir ça sur plusieurs années. Et puis après, c'est aussi dynamiser le bourg de la Garnache, qui est une ville qui est aujourd'hui périphérique par rapport à la ville de Chaland, mais il y a vraiment des choses à faire. Donc je pense que c'est bien que ça revienne dans le giron de la commune. Je pense que dans une petite ville comme ça, on a autre chose à faire, on pourrait vivre dignement. Laissons au privé s'occuper de ces choses-là. Ça ne nous rapportera rien, on paiera, et j'espère que le non l'emportera. Et c'est en effet le non qui l'a emporté nettement avec 66% des suffrages. Le château de la Garnache ne deviendra pas municipal. Il se cherche donc toujours un nouveau propriétaire. On ouvre une page sport. Ce dimanche était marqué par la 14e édition de la bicentenaire. Comme chaque année, cette course printanière séduit de très nombreux participants. Au total, 5000 coureurs et 4000 marcheurs s'étaient inscrits. Ils ont arpenté le centre-ville de La Roche-sur-Yon et selon les organisateurs, c'est ce parcours qui séduit chaque année autant de monde. Du côté des marcheurs, ils avaient le choix entre 5 nouveaux circuits de 3 à 20 km aux alentours de Moulins-Papon. Une nouvelle édition réussie donc qui donne à la municipalité lyonnaise l'envie d'organiser un week-end de bicentenaire pour l'édition 2018. En basket, les Chalandais se sont inclinés face aux leaders du championnat ce week-end. Ils affrontaient Caen à domicile et ont perdu 86 à 92. Une défaite qui vient sonner la fin de leur série de victoires consécutives, mais dont ils n'ont pas à rougir. Ils se sont bien battus et ont poussé les Normands jusqu'en prolongation. Un grand match pour les joueurs et dont l'entraîneur se félicite malgré la défaite.
Beaucoup de déception parce qu'il ne manque pas grand-chose pour prendre ce soir ce match face au leader et face à l'équipe qui va très certainement monter en Pro B. Un match en prolongation, perdu sur peu de choses, sur des petits détails qui laissent forcément beaucoup de regrets. Mais en même temps, une énorme performance de l'équipe. Il y a 2 moments clés où on peut plier le match parce qu'on prend un avantage de 10 points et que très vite ils reviennent dans le match sur beaucoup d'adresses. Et c'est tout à leur honneur. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est ces moments-là qui laissent des regrets. Après, ça se joue à une position, à peu de choses près, à peu de choses et c'était un grand match de basket. Enfin, avant de refermer cette page de sport, un mot de football. Ce vendredi, les Arbretais affrontaient le club d'Avranches au stade Massabielle. La soirée s'est soldée par un match nul 1 partout entre les 2 clubs de national. Ce résultat met un petit coup d'arrêt à la belle lancée des Vendéens qui avaient remporté leurs 3 derniers matchs. À l'avenir, ils devront obtenir encore quelques points pour s'assurer le maintien en championnat de national. Les métiers d'art étaient à l'honneur samedi et dimanche dernier à l'occasion des 11e journées européennes des métiers d'art. En tout, plus de 6200 événements et démonstrations étaient organisés partout en France, comme ici, à Sallertaine. Les artisans d'art de l'île aux artisans de la commune étaient au rendez-vous pour ouvrir les portes de leurs ateliers et accueillir les curieux. Parmi eux, une brodeuse d'art, un émailleur sur métal, un tapissier d'ameublement ou encore un artisan du cuir. Divers métiers réunis cette année autour du thème « Savoir faire du lien ». Ces journées-là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens, même ce matin, j'ai une cliente qui est passée et qui me dit ces jours-là, on ose pousser les portes des ateliers d'art. En fait, c'est une personne qui découvre les métiers d'art grâce à cette journée, parce que justement les ateliers sont ouverts. Ce sont des journées qui sont très riches en rencontres, surtout avec des parents, des enfants, des grands-parents. Ils viennent nous visiter, ils viennent voir comment on fait notre métier et c'est très agréable. C'est vraiment une occasion pour les gens de venir en toute simplicité et sans se poser de questions, sans avoir une demande précise, juste une demande de découverte. Et c'était aussi de passion dont il était question ce week-end dans le Haut-Bocage. Car après plus de 2 ans de restauration, les bénévoles de l'association Chemin de Fer de la Vendée dévoilaient enfin au public le tout nouveau wagon-restaurant du fameux train touristique à vapeur. Datant de 1940, la voiture-restaurant a transporté quelques privilégiés entre Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers. Mais elle les a surtout replongés dans le temps. Mobilier d'art déco, boiserie acajou, accessoires en aluminium ou chromé, le charme de l'ancien à la sauce d'aujourd'hui, de quoi émoustiller les visiteurs, comme nous le raconte Alix Lanos sur des images de Pierre Dalicieux. Avec ses boiseries en acajou, ses accessoires art déco et sa cuisinière à charbon, la nouvelle voiture restaurant numéro 4216 du chemin de fer de la Vendée est un bijou d'authenticité. Construite en 1940, elle a pu retrouver le chemin des rails après 2 ans et demi de restauration. Tout a été démonté. Ce qu'il faut imaginer, c'est que tout ce qui est en alu-chrome a été démonté et nettoyé. Parce qu'on avait la graisse, entre guillemets, d'origine, mais aussi de la poussière de charbon. Puisqu'il y avait le charbon, évidemment, des machines à vapeur, mais aussi de la chaudière qui était à charbon. Voilà. Des choses d'époque. On avait de la poussière d'époque. Voilà, tout à fait. Presque 30 ans après la 2750, c'est la 2e voiture de la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens que l'association restaure. Près de 200 000 € d'investissement pour cette voiture qui permettra à toujours plus de voyageurs de goûter le temps d'un déjeuner à l'ambiance mythique de l'Orient Express. Et d'ailleurs, même pour le conducteur du train, chaque voyage a cette saveur particulière. Le fait de conduire, c'est le plaisir après toutes les heures de travail passées à l'atelier, à réviser les machines, à réparer, à travailler. Hein, c'est la récompense. La récompense de dizaines de milliers d'heures de travail d'entreprises et de bénévoles passionnés qui ne sont pas prêts de s'arrêter puisque l'association réceptionnera dans les prochaines semaines une voiture salon cette fois dont les travaux de restauration débuteront en 2018. Jetons à présent un coup d'œil sur les principaux rendez-vous de ces prochains jours. Ce mardi 4 avril sera marqué par le lancement de la 65e édition de la course cycliste Sarthe-Pays de la Loire. La première étape aura lieu en Vendée et le départ se fera de Pouzauges. Les coureurs s'élanceront à partir de 11 h ce mardi pour une boucle de 173 km. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions.
Vendredi sonnera l'heure des vacances de Pâques pour les écoliers de l'Académie de Nantes. Ils profiteront de 2 semaines de vacances avant de retourner sur les bancs de l'école le 24 avril prochain. Et puis à partir de vendredi et jusqu'à dimanche, les amateurs de livres, bandes dessinées et autres romans d'aventure ont rendez-vous au Printemps du livre de Montaigu. Près de 250 auteurs seront présents pour parler de leurs livres au public. Cette année, c'est Françoise Bourdin, grand écrivain français, qui préside l'édition. La météo de ce mardi promet d'être humide. Une perturbation arrive en début de journée par le nord du département, provoquant des ondées plus ou moins importantes. Elles se poursuivront dans l'après-midi. Et du côté des températures, comptez entre 6 et 16 degrés. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau point sur l'actualité. Belle soirée.